vais me présenter et puis après j'ai fait une présentation que j'ai voulu assez synthétique pour laisser après le temps à l'échange. En plus, si on rentre dans la complexité des bilans d'opération, je pense que ça n'a pas trop d'utilité. J'ai voulu plutôt mettre en exergue la différence entre la production du logement social, la production du logement privé, et aussi mon expérience en tant que maître d'ouvrage public. Donc je me présente avant tout, et donc du coup je vous ai fait brièvement mon parcours. Alors moi j'ai une formation j'ai fait une première année d'architecture à Versailles, et j'ai adoré, mais j'ai pas continué parce que je me sentais pas l'âme. Je vais aller un peu dans votre sens, ou plutôt je vais mettre en valeur la profession d'architecte, mais je me sentais pas l'âme d'artiste, et je pense que les architectes ont un petit grain de folie qui fait qu'ils sont en capacité de produire, de défendre leur projet. Et moi, je ne sentais pas ça, que j'avais ça. En revanche, tout ce qui était aménagement du territoire, fabrique de la ville, m'intéressait énormément. Donc, du coup, je me suis réorientée vers de l'urbanisme, et j'ai fait mon cycle à Sciences Po à Paris, où j'avais une formation très, très, très professionnalisante. Donc, du coup, qui a été super intéressante pour moi. Je suis tout de suite tombée dans le logement, moi, par le hasard. Et le hasard des stages, des rencontres et des professions. Et voilà, je pense que j'ai toujours été dans la maîtrise d'ouvrage, et j'ai 3 dimensions. Alors, l'aménagement public, ça ne sera pas l'essentiel de mon propos, et en plus, ce n'est pas l'essentiel de mon expérience. Mais j'ai travaillé à la fois donc pour des sociétés, je dirais vraiment publiques, parapubliques, une SEM d'économie mixte, donc une société d'économie mixte à Paris, la SIAMP. Peut-être que vous connaissez quand même, parce que aujourd'hui, c'est un gros maître d'ouvrage qui fait en plus la part belle aux architectes avec des beaux projets, qui avait une convention publique d'aménagement à l'époque signée, et qui nous faisait intervenir sur des îlots insalubres ou de recyclage foncier. Donc là, on était vraiment sur des opérations foncières, de maîtrise foncière, avec éventuellement l'expropriation. Et après, donc, la réalisation de projets avec la définition d'une programmation et le choix d'un architecte. Après, j'ai travaillé, j'ai aussi une expérience à l'agglomération Côte Basque, où là, j'ai fait de l'urbanisme opérationnel. Donc, c'est ma seule expérience où en fait, j'ai été côté vraiment État-collectivité, où j'ai mené des opérations d'aménagement telles que ZAC à vocation économique. Ou des opérations de renouvellement urbain. Donc ça, c'était super intéressant par rapport le rapport aux politiques dans les collectivités, où en fin de compte, ce sont purement des outils politiques où il faut répondre à une ambition électorale et de mandat. Et ensuite, en expérience d'aménagement, j'ai travaillé donc à Domo France, que vous devez connaître. C'est une entreprise sociale pour l'habitat. C'est la plus grosse entreprise, c'est le plus gros organisme HLM de la région Aquitaine, plus de 20 000 logements. Et donc, j'étais au début sur toutes les opérations d'aménagement que menait Domo France, notamment la ZAC des Chartrons, des opérations de renouvellement urbain à Lormont, avec l'arrivée du tramway lors de la première phase. Et j'étais embauchée à l'époque pour faire de l'aménagement et pas du tout de la production de logement. Et ensuite, j'ai eu des évolutions de poste, et donc du coup, j'ai travaillé aussi à Domo France en tant que responsable de programme d'opérations immobilières, que ça soit social, vente d'assiettes foncières à un opérateur privé, et également de l'accession sociale que Domo France a développé très, très rapidement, et très tôt. Après, j'ai une grosse expérience de promotion sociale, puisque j'ai été à Gironde Habitat, qui est un office public donc, de l'habitat qui est supérieur à 15 000 logements, et également à un office au Pays Basque. Et ma dernière expérience, c'est mon poste actuel. Je suis partie dans la promotion privée, et donc je suis la directrice d'agence Gironde du groupe Idéal. Donc je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu avant que j'arrive, mais c'est un opérateur qui est jeune, puisqu'en fait, il a été créé en 2011 par deux fondateurs, Pierre Vital et Édouard Mion, qui sont 2 personnes qui viennent de chez Nexity. Ils avaient des expériences précédentes, mais je veux dire, c'est en fait la jeunesse d'Idéal, c'est en fait, ils ont vu quelle était la promotion privée chez Nexity. Ils se sont dit, on peut peut-être faire différemment. Je ne dis pas mieux, mais en tout cas différemment. Voilà. Et puis en plus, ce sont des gens qui ont une âme de constructeurs, de fondateurs. Donc ils avaient envie de créer leur propre boîte. Moi, je les ai rencontrés dans le cadre des appels à projets lancés par la FAM.
Je le dis parce que je trouve qu'en fait, moi j'adore mon boulot et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on rencontre plein de monde avec des profils différents, avec des formations différentes et des sensibilités différentes. Et donc, du coup, on est amené à faire beaucoup de rencontres, ce qui fait que moi, je vous aurais vu il y a 5 ans, je vous aurais dit jamais j'irai dans la promotion privée. C'est des vendeurs de tapis, je veux dire, ils dopent le marché et ça ne m'intéresse pas du tout. En revanche, voilà, là, j'avais envie de voir comment on pouvait produire du logement différemment. Je pense que le modèle du logement social, c'est un modèle qui est un peu... qui va devoir muter. Forcément, vous devez le suivre par tout ce qui se passe, je veux dire, à l'échelle de l'État. Et j'ai envie de voir l'autre pendant et l'autre culture de la promotion privée. Donc voilà pour mon expérience. Donc du coup, je n'ai pas beaucoup de diapos, j'en ai 5. Je voulais juste vous rappeler, en fait, le socle commun entre la promotion immobilière et la promotion sociale, voire l'aménagement. C'est 3 choses qui sont assez rapidement balayées. Alors, vous me direz si vous ne comprenez pas ou si je vais trop vite, mais c'est une programmation. La programmation, c'est juste la définition du programme souhaité, c'est-à-dire le nombre de logements, la typologie, les surfaces, ou alors d'autres surfaces, que ce soit des surfaces, des équipements publics, ou alors des surfaces tertiaires, ou alors des résidents gérés. La définition des prestations souhaitées et de la qualité attendue. Donc c'est réellement qu'est-ce que l'on veut dans les logements, quel niveau de qualité on veut dans les logements, quelle labellisation on veut, quelle performance on veut atteindre. Voilà, donc ça c'est un des premiers éléments de la promotion immobilière et c'est quelque chose qu'on retrouve quel que soit en fait, je dirais, le cadre de la promotion dans lequel on se trouve. Un coût d'objectif, donc c'est un prix de revient prévisionnel. Donc prix de revient prévisionnel, c'est juste ce que coûte l'opération. Voilà. Donc ça a 3 postes, un prix de revient prévisionnel, c'est un poste foncier, un poste travaux et un poste honoraire, et avec un coût d'objectif travaux. Donc ça c'est aussi l'élément commun dans toute activité de promotion, qu'elle soit sociale, privée ou autre, et un calendrier avec un délai. Donc réellement, quand on se situe côté maître d'ouvrage, c'est ça que l'on doit définir. Enfin, c'est ce qu'il appartient au maître d'ouvrage de définir. Et vous, dans votre activité future professionnelle, si vous avez un maître d'ouvrage qui, entre guillemets, est défaillant ou léger sur en fait, ce cahier des charges, vous aurez beaucoup de mal, je dirais, à travailler, mais ce qui est logique, c'est-à-dire que le cahier des charges ne sera pas défini, la commande ne sera pas définie. Donc ça, c'est le socle commun que l'on retrouve, quelle que soit, je veux dire, la culture de la promotion. Alors, je vous ai fait les différences, puisqu'il y a quand même forcément des différences. Et ça fait 7 mois que je suis chez Ideal. Et en fait, quand je suis arrivée, il y a des choses la première chose que je me suis dit, c'est qu'en fait, on est sur le même matériau, la même matière, mais avec des réflexes et des critères d'arbitrage qui sont totalement différents. Et donc, du coup, c'est ça qui est intéressant, de basculer de la promotion sociale à de la promotion privée, puisque d'une part, dans le cadre en plus d'activités de copromotion ou d'opérations complexes, où il y a forcément de la promotion privée et de la promotion sociale, ça me permet, moi, de jongler un petit peu entre les différentes problématiques et connaître les enjeux des uns et des autres. Donc le financement, c'est un des premiers sujets différenciants entre les deux filières. Le logement social, on est sur le logement social, on est hors marché complètement. On est sur des financements extraordinaires. On est dans un cadre on est sur des machines de guerre, c'est-à-dire qu'on a des offices qui sont, je vais pas dire qui ont plein d'argent, c'est pas vrai, mais qui ont généralement une assise très importante. S'il y a une opération qui est moins rentable que prévu, ça va pas être la mort pour l'organisme HLM. Donc on est sur des rythmes très lents. Ce qui est très différent de la promotion privée où tout va extrêmement vite. Voilà. Donc on est sur des prêts en fait qui sont donnés par la Caisse des dépôts et consignations essentiellement, la CDC, et il y a 2 types de prêts, un prêt sur le foncier et un prêt sur les travaux. Le prêt sur le foncier est sur 50 ans, donc vous imaginez, on est
hors marché concurrentiel, et le prêt sur les travaux est sur 40 ans. Ce qui fait qu'on est sur des cycles très très longs, on est sur des durées d'amortissement très très longues. Donc c'est ce qui explique aujourd'hui que les organismes HLM ont des rythmes lents, ont une capacité à porter du foncier et ont une capacité entre guillemets à attendre aussi un petit peu voilà, que la ville se fasse. Et aussi, j'étais avec un des élus de Bègles ce midi. Il a dit, et j'en conviens tout à fait, il a dit, mais en fait, c'est avec les opérateurs sociaux qu'on a fait les plus belles opérations. Et aujourd'hui, moi, je l'ai vécu, la production sociale en France est de très, très, très haut niveau. Je veux dire, on est en termes de performance énergétique très bien positionné. En termes de prestations intérieures, on est sur des choses, je ne vais pas dire qui ressemblent au privé, mais certainement. En termes de qualité de la construction également. En termes d'expérimentation, je veux dire, le monde HLM a été souvent, je veux dire, le vivier d'expérimentation sur des modes constructifs. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, la structure même du financement des opérations sociales, la structure même des organismes HLM font que financièrement, ces organismes peuvent porter des opérations d'expérimentation. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas problématique pour les directeurs généraux au moment, mais je veux dire, en tout cas, voilà. Et j'espère, moi, que malgré tout, ces acteurs-là vont rester un petit peu sur ce credo, parce que c'est ce qui permet, je veux dire, de faire avancer les choses. Après, on a des subventions d'État et du 1%, par exemple, ou autre, même si ça devient, je dirais, peau de chagrin aujourd'hui. Et on a des fonds propres, c'est-à-dire que les organismes mettent en gros environ 20 000 euros par logement. Donc là, ça c'est intéressant quand même à savoir, surtout par rapport à l'actualité, c'est que les 20 000 euros par fonds propres, c'est des fonds propres que les organismes HLM mettent grâce au loyer qu'ils récupèrent. C'est-à-dire que, en fait, on a un organisme HLM, c'est pour ça que moi j'utilise le terme d'organisme HLM et pas de bailleur social, parce que si c'est un bailleur social, ça veut dire qu'il n'a pas une activité de maîtrise d'ouvrage. Ça existe, notamment surtout dans le sud-est. Vous avez des organismes HLM à Marseille et autres. Leur boulot, c'est de gérer le patrimoine existant. Et Dieu sait qu'ils ont des sujets sociaux à gérer. Mais ils n'ont pas d'activité de maîtrise d'ouvrage. Sauf que ça, ce sont des organismes avec, je dirais, pas une stratégie, mais je veux dire un rythme et un business plan qui, en fait, relève les loyers vont gérer la réhabilitation. Et les loyers vont gérer la réhabilitation. Et ça sera que comme ça. Voilà. Donc, je dirais, nous, bâtisseurs, c'est moins intéressant, voilà, à part des grosses opérations de réhabilitation. Mais vous avez aussi des organismes HLM, et à un moment, c'était quand même vraiment la mouvance, c'était que les organismes HLM avaient une activité de maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la production de logements, de logements sociaux, y compris des opérations d'aménagement. Moi, quand je suis rentrée à Domo France était un aménageur important, je veux dire, de l'agglomération, au même titre qu'Aquitanis. Et donc, du coup, l'activité de maîtrise d'ouvrage, en fait, elle est importante dans les organismes HLM parce que, d'une part, elle vient alimenter le bailleur qu'il est dans une offre nouvelle. Et en même temps, cette offre nouvelle, elle est possible grâce aux loyers qui sont récupérés par les logements existants. Juste, c'est un petit point de détail, mais ces fonds propres ne sont pas rémunérés ni reconstitués. Je vais le faire simple, c'est-à-dire que c'est mis à fonds perdu. Donc, s'il n'y a pas des loyers, s'il n'y a pas de la vente aussi de logements HLM anciens, à un moment donné, les opérateurs sociaux ne pourront plus construire. Et c'est pour ça que ce que fait l'État aujourd'hui en diminuant les loyers des logements HLM, c'est pour ça que ça a un énorme impact sur les organismes HLM, je veux dire, dans toute la France. L'objectif, c'est en fait de regrouper des organismes HLM entre eux et d'avoir moins d'organismes HLM qu'il n'y a actuellement. Voilà. Donc c'est aussi une stratégie pour avoir des regroupements entre organismes. Mais du coup, là je suis une aparté, mais ce qui explique un petit peu que je pense qu'aujourd'hui le monde HLM, le risque, c'est qu'en fin de compte, les organismes HLM soient de plus en plus orientés vers la gestion de leur parc existant et la gestion des, je ne vais pas dire des problèmes sociaux, parce que de l'occupation, voilà, et de réhabiliter leur parc existant. En revanche, peut-être que la maîtrise d'ouvrage et l'offre nouvelle serait peu ou prou, petit à petit, transférée à la promotion privée, puisqu'en fait, on a la promotion privée à un rythme plus rapide qui, en fait, par rapport à la problématique foncière et aux enjeux de valorisation foncière, est plus pertinente qu'un organisme HLM. Voilà. Après, donc la promotion privée, le financement, c'est tout simplement le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est le prix auquel vous vendez vos logements.
Donc, c'est appréhender le marché. Donc, inutile de vous dire qu'aujourd'hui, c'est juste n'importe quoi sur l'échelle de l'agglomération. On arrive à des prix, plutôt, ou poursuivre la valorisation foncière telle que recherchée par les propriétaires. On arrive à des prix de sortie hallucinants, voilà, hallucinants. Mais en fait, c'est la recette de la promotion privée. Et sur l'aménagement, on est sur des fonds publics, bien évidemment, qui sont programmés. Mathilde, pardon de vous interrompre. Quand vous dites c'est un peu du n'importe quoi, c'est le prix de la fabrication au mètre carré, c'est les prix qui s'envolent aussi dans la concurrence de la vente de chacun des logements. C'est à quel niveau qu'on... Alors, en fait, c'est... je pense que... Enfin, oui, quand je dis c'est un peu n'importe quoi, c'est... c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'en fin de compte, réellement, je pense que l'effet du TGV sur Bordeaux a fait que, très clairement, Bordeaux est à 2 heures de Paris. Du coup, ça a attiré une clientèle tout autre que ce qu'on avait actuellement. Donc, voilà, il y a des Parisiens, enfin, il faut le dire, hein, c'est quand même vrai, sont venus avec leurs références parisiennes et donc ont accepté d'acheter à des prix qui sont de l'ordre de 7 000, voire 8 ou 9 000 euros le mètre carré. Ce qui fait qu'en fait, du coup, ça a dopé le marché, les prix de sortie. Donc, du coup, les promoteurs se sont dit, ben voilà, c'est sorti, c'est parti. Enfin, bien évidemment, avec le produit de défiscalisation Pinel. Et donc, du coup, ça a fait, je dirais, ça n'a pas pérennisé, mais donc, du coup, ça a donné une valeur à des prix de sortie qui n'étaient pas les valeurs jusqu'à présent pratiquées à Bordeaux. Ce qui fait que, du coup, si on a une recette importante, on a une capacité d'acheter du foncier supérieure. Et en fait, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les propriétaires fonciers, peu ou prou, même s'ils ne sont pas sachants, il y a tellement de promoteurs sur la place, il y a tellement, je dirais, de communication aussi. Et après, Bordeaux, je dirais, a le vent en poupe aujourd'hui, ce qui fait qu'ils deviennent, je veux dire, ils se renseignent. Et il y a une telle pression des promoteurs qui viennent les voir que du coup, ils se disent ah mais mon terrain vaut de l'or, quoi. Même si, je veux dire, c'est déraisonné. Mais donc du coup, ce qui est n'importe quoi, c'est à la fois une capacité d'acquisition par, je dirais, l'engouement pour la ville de Bordeaux et l'arrivée, je veux dire, à l'arrivée du TGV, ce qui a fait monter les prix fonciers. Et par conséquent, je veux dire, on se retrouve aujourd'hui à des opérations où les privés les propriétaires fonciers attendent un tel prix qu'en fin de compte, on n'arrive pas à suivre. Voilà. Donc là où on aurait pu imaginer que les promoteurs privés dégagent une marge de bénéfice beaucoup plus importante parce que le prix de vente est plus élevé, en fait, la charge foncière augmentant énormément, voilà. Finalement, vous êtes plus en difficulté. Exactement. Alors, bon, c'est pas grave, hein, je suis pas le. Pas pour tous. Voilà, je suis pas forcément, mais en fait, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que c'est pas parce que d'une part il y a une hausse du foncier. J'ai emmené des ratios, mais par exemple aujourd'hui. Enfin, on peut avoir. Là, j'ai une offre qui serait acceptée. Vous êtes assis à 2200 € le mètre carré de surface de plancher. J'ai juste dit, c'est n'importe quoi, on se tire une balle dans le pied. Parce que je veux dire, ça crée un précédent, ça crée une référence. Donc, c'est cours du Médoc, c'est certainement très beau, il y a un peu de réhabilitation et il y a du neuf, voilà. Mais c'est juste, excusez-moi, mais c'est juste n'importe quoi, voilà. Sachant que, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez les ratios en tête de la FAB, mais voilà. Par exemple, donc, quand on est dans un marché régulé d'acquisition foncière, on est plutôt à 250, 300, voire 550 € le mètre carré de surface de plancher pour du libre. Donc, quand la puissance publique intervient, c'est-à-dire en zone d'aménagement, on est à 500 € le mètre carré de surface de plancher. Donc ça, c'est valable sur la ZAC Bastide-Niel, sur Euratlantique, sur les secteurs de la FAB. Et quand on est dans le libre, c'est-à-dire ce qu'on le diffuse, c'est-à-dire l'offre et la demande du privé, du promoteur privé, eh bien, on peut arriver jusqu'à 700, 800, 1000, 1500 € le mètre carré de surface de plancher. Donc ça vient peser dans notre bilan. Et donc du coup, soit voilà, il y a la sortie commerciale, c'est-à-dire les prix, le chiffre d'affaires et le prix de vente de nos logements qui permet d'absorber ce coût foncier, soit il n'arrive pas. Après, j'allais vous l'expliquer après, mais après, les autres postes, je vous ai dit, c'est le coût de travaux et c'est les honoraires. Donc, le coût de travaux, donc là, vous serez concerné dans votre vie future et les honoraires, c'est quelque chose,
c'est de l'ordre de 25% du prix de revient. Ça peut pas trop, je veux dire, on peut pas trop jouer dessus parce qu'en fait, c'est tout ce qui est frais financiers, c'est tout ce qui est, c'est les honoraires d'architectes. Enfin, je veux dire, voilà, on peut jouer un petit peu, mais c'est 1, 2, 3 points, c'est pas plus. En revanche, du coup, c'est le coût de travaux qui en pâtit. Voilà. Donc là, sur l'opération que vous mentionnez, on est à 2000. Alors, c'est-à-dire, j'achète le foncier à 2200 € le mètre carré et je le vends. Je pense qu'on est, donc du coup, je pense qu'on a 7000 € de prix de sortie. Voilà. Là où la FAB, elle, achète plutôt le foncier au mètre carré entre 150 et 500, selon les... Voilà, exactement. Et donc, du coup, elle met un plafond sur les prix de sortie où on est en libre à 3800 € le mètre carré. Voilà. Alors, vous imaginez qu'en tant qu'architecte, forcément, la jauge, la variable d'ajustement, c'est le coût de fabrication du logement. Et donc, c'est là où l'innovation intervient, où la qualité du logement intervient, où les différents postes sur lesquels vous allez pouvoir intervenir en tant que concepteur, c'est là où on va vous demander de soit serrer la ceinture, soit vous avez une petite marge, soit etc. Peut-être même la taille des logements. Tout à fait, voilà. Pardon d'intervenir. Non, mais ça ne me gêne pas du tout, hein, parce que c'est mieux que de dérouler sans savoir si vous comprenez. Après, la deuxième différence qui est absolument très, très prégnante, c'est la notion de temps. Dans le logement social, comme je vous le disais, le portage est possible. Alors, quand je dis portage, c'est tout portage. Portage de foncier, portage d'honoraires de maîtrise d'œuvre, portage de frais d'études, portage d'études environnementales, enfin, voilà, tout, voilà, portage de dépenses on dépense, mais on n'a pas les recettes en même temps. Voilà. C'est-à-dire que donc, du coup, ça veut dire qu'on a une assise financière qui nous permet, soit on prend sur nos fonds propres, soit alors sur notre trésorerie, soit alors c'est des prêts, des emprunts, on recourt à l'emprunt. Mais enfin ça, le portage est complètement possible. C'est ce qui fait que même si on n'a pas beaucoup d'organismes avec des grosses réserves foncières, c'est ce qui fait que moi, quand j'étais à Gironde Habitat, je me suis vue acheter des zones en AU, au PLU, c'est-à-dire à urbaniser. C'est-à-dire que si on estime que l'emplacement est top, si on est garanti politiquement que le AU se transformera à terme en zone urbanisable, l'organisme HLM peut faire de la réserve foncière et donc ça se transformera dans 2 ans, 3, 4, 5 ans. Voilà. Et donc du coup, bien évidemment, le coût de ce portage sera fonction de l'ouverture à l'urbanisation. Dans la promotion privée, c'est absolument pas ça. Le temps, c'est de l'argent. Et c'est réellement le temps, c'est de l'argent. Je veux dire, moi, je le découvre. Et alors, je vais parler pour Idéal parce que je pense que des groupes nationaux tels que Kaufman, Bouygues, Nexity ou Vinci, peut-être que vous auriez une autre approche parce que forcément, vous imaginez bien, quand on a un groupe national, on a des rapports et des contrats avec des banques tout à fait différents. On peut avoir des lignes de crédit qui soient complètement différentes qu'un groupe comme Idéal qui a 7 ans d'existence et qui est encore jeune. Chez Idéal, on a la stratégie, c'est d'assurer la concomitance de l'achat du terrain, du début des travaux et de l'actabilité. Quand on dit actabilité, c'est que... alors, je fais vite une petite parenthèse sur la VFA. La promotion immobilière privée, c'est qu'on vente en l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que, peut-être que vous l'avez déjà vu dans votre vie personnelle, mais vous signez un contrat de réservation, le client signe un contrat de réservation avec le promoteur et en fait, le paiement du prix se fera en fonction de l'avancement des travaux. Voilà. Donc, vous avez les fondations qui sont terminées, vous avez un premier appel de fonds, vous avez le clos couvert qui est terminé, un deuxième appel de fonds, et ainsi de suite. Et donc, le modèle d'Idéal, c'est qu'en fait, jusqu'à l'achat on essaye d'avoir une concomitance, c'est-à-dire à la même date, l'achat du terrain, la possibilité donc de commencer à faire les premiers appels de fonds auprès des acquéreurs et le début des travaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça veut dire que pendant toute la phase d'étude, alors je rigole, excusez-moi, mais toute la phase d'étude, en fait, l'idée, c'est de dépenser quasiment 0 € ou alors 1% du prix de revient. Donc là, je parlerai après du rôle des architectes et du relationnel entre nous. Là, ça veut dire que les architectes qui travaillent avec ce modèle-là acceptent quelque part de financer les phases APS, APD, voire PC, sans qu'ils soient payés. Voilà. Et en fait, il y a un déblocage au moment, au moment de l'achat du terrain et au moment du début des travaux.
Donc vraiment, ça c'est très important. Je ne l'ai pas marqué là, mais c'est la notion de recours aussi. C'est-à-dire que le logement social, un opérateur entre guillemets public, a le temps éventuellement d'une procédure de recours. Alors que la promotion privée, ben non. Là, moi, j'ai accepté de payer une riveraine 200 000 € pour qu'elle ne fasse pas de recours. 200 000 €, je vais vous dire, j'aurais été à sa place, j'aurais sauté en l'air. Hein, parce que je veux dire, avec ça, elle peut refaire sa vie, elle peut partir, je veux dire, faire autrement. Alors qu'il n'y avait aucun sujet de fond sur sa possibilité de faire un recours. Enfin, plutôt, elle pouvait faire le recours. Gracieux, contentieux, aucun problème. Mais de toute façon, elle aurait été déboutée. Donc, la problématique pour nous a été de se dire, soit on accepte que le recours se fasse, et ça veut dire que pour des clients à qui j'avais dit que leur bien serait livré à la fin de l'année 2019, j'avais plus de lisibilité sur la livraison. Or, quand on est dans des investissements type de défiscalisation, vous savez que l'année de réception et la déclaration d'achèvement des travaux est absolument déterminante pour pouvoir bénéficier de l'avantage fiscal. Voilà. Donc, du coup, voilà, le temps, je veux dire, c'est pour ça que quand on dit les promoteurs sont des vaches à lait, c'est vrai. Voilà. Donc, je veux dire, dans nos bilans, on se met pas une réserve, parce que je veux dire, on part pas sur le principe que nos PC auront un recours, mais nos bilans peuvent être plombés par effectivement des indemnités. Voilà. Après, c'est le rapport au marché, mais ça, c'est ce qui est un petit peu en fil rouge dans mes propos. C'est que dans le logement social, on est hors champ concurrentiel. Le foncier, en fait, il est acheté, je veux dire, alors il peut être acheté comme ça, mais souvent via l'intervention publique. Les loyers sont fixés par des territoires, par l'État. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais selon les types de financement, si c'est du très social, du social ou du moins social, on a des loyers qui sont plus ou moins élevés. En plus, on a l'achat via la commande publique, c'est-à-dire via les marchés publics. Donc, je ne pense pas que la promotion sociale paye plus cher les travaux. Ça, je pense que ce n'est pas vrai. C'est pas vrai, moi je l'ai vu, d'autant plus qu'aujourd'hui le Code des marchés publics impose la négociation, et donc ce qui fait que, moi jusqu'à ce que j'arrive chez Idéal, j'ai fait des très belles négociations côté monde HLM, et en fin de compte, voilà, je pense pas qu'on surpaye. En revanche, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas le même tissu on travaille pas forcément avec les mêmes entreprises. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des entreprises qui préfèrent être, je dirais, sur des opérations peut-être moins juteuses aussi, parce que je veux dire, parfois le privé, je veux dire, là, quand il y avait, je veux dire, une baisse d'activité pour l'entreprise, je veux dire, je pense qu'il y a des plus et des moins qui se font de part et d'autre, alors que dans la commande publique, on est sur un ratio qui est à peu près toujours le même. Donc, il y a des entreprises qui préfèrent être garanties d'être dans le cadre de marché public, d'être payées, etc. Et d'autres entreprises qui sont sur un modèle plus rapide et qui préfèrent travailler avec la promotion privée. Voilà. Donc vraiment le logement social, on est complètement hors marché. C'est pour ça que je dis que je dis pas que le modèle est ancien, mais je pense que le modèle doit être adapté. C'est aussi ce que je vous disais au départ, c'était par exemple sur la capacité à réagir. Dans les organismes HLM, vous avez des instances, un conseil d'administration, un comité d'engagement. Le conseil d'administration se réunit tous les 2 mois. Et donc, généralement, avant de pouvoir acheter ou de signer une promesse, il faut passer en commission d'administration, en conseil d'administration. Alors que dans la promotion privée, ça va beaucoup plus vite. Et moi, très souvent, quand j'étais côté promotion sociale, je voyais très bien que l'opérateur privé allait dégainer beaucoup plus vite que moi. Donc, du coup, généralement, c'était lui qui, en fait, ferrait les fonciers et les closait, si je peux dire, c'est-à-dire, en fait, se trouver titré. Et après, en fait, je veux dire, on travaillait sur de la copromotion et une opération de mixité. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on n'est pas sur des mêmes temporalités ni les mêmes cycles d'opération. Donc, voilà, il faut s'enrichir l'un l'autre, en fait, entre les avantages de chacun. Dans la promotion privée, on a un marché ultra concurrentiel, une surenchère de la valorisation foncière, une sortie commerciale qui est complètement conjoncturelle et des achats selon les règles de l'offre et de la demande. Voilà. Après, juste le focus aménagement, parce que j'ai volontairement mis cette colonne-là parce que moi, j'ai des architectes avec qui j'ai travaillé à la fois sur des opérations d'aménagement
type aménagement de ZAC et autres, et qui travaillaient également sur des opérations de logement. Voilà. Donc on est un peu ou prou comme le logement social. Autre élément qui est parfois oublié, mais qui est extrêmement important, c'est l'après. Le logement social, il se livre à soi-même. Et donc, il doit gérer l'exploitation. Donc, si vous travaillez pour des organismes HLM, très souvent, ils vous diront, et en termes d'entretien, en termes de maintenance, en termes de gestion, comment ça se passe. Donc, ils ont cette forte sensibilité-là. Alors que la promotion privée, j'ai envie de dire non, c'est one shot. Je veux dire, on crée une société ad hoc. En plus, c'est une SCCV, c'est une société civile de construction-vente. Cette société, à terme, a vocation à disparaître. Le bien devient une copropriété et après, c'est la copropriété qui gère le bien. Donc, du coup, c'est bien pour ça que souvent, la critique qu'on fait aux promoteurs privés, c'est que, de toute façon, vous n'en avez rien à foutre si vous produisez de la merde, excusez-moi de l'expression, mais vous ne serez pas là pour gérer les dommages ouvrages ou les défauts ou les malfaçons qui arrivent. Idéal et moi c'est ce qui m'a séduit dans ce groupe-là, c'est qu'en fait Idéal a racheté aussi une agence immobilière qui avait une activité de syndic. Donc on se met volontairement syndic provisoire de toutes les opérations qu'on livre et on souhaite même être syndic, je veux dire définitif sur les opérations qu'on livre. D'une part ça nous permet, on trouve que notre souci c'est d'avoir une qualité dans les prestations que l'on fait et dans les opérations qu'on livre. Et en plus, vis-à-vis des élus, ça a un très bon écho, puisqu'en fait, quand on dit aux élus, de toutes les manières, on sera là pour gérer les problèmes s'il y a des problèmes de malfaçon, ils sont très souvent rassurés, ou en tout cas satisfaits de cette proposition. Voilà. Après, pour l'aménagement, on est complètement dans un autre modèle. C'est qu'en fait, si vous faites une opération d'aménagement et si vous êtes maître d'œuvre d'une opération d'aménagement, généralement, vous avez des cessions de charges foncières et après, vous avez de la création d'espaces publics ou d'équipements qui sont en fait gérés par la collectivité. L'autre point différent, c'était le rapport aux politiques locales. Alors, quand je dis politique, c'est à l'homme politique, à l'élu, parce que je veux dire, c'est quand même l'élu encore qui signe les permis de construire. Et alors ça, c'est mon analyse personnelle. Autant sur le reste, je pense que voilà, c'est assez partagé. Je trouve que le rapport aux politiques dans le monde HLM, je ne dis pas qu'il est faible, mais il est moins tenu. C'est-à-dire que généralement, les organismes HLM ont un poids important. Je ne vais pas vous cacher que souvent, les organismes HLM sont aussi saisis pour des problématiques sociales, de logement, de telle ou telle famille en difficulté. Donc, en fin de compte, si l'élu ne veut pas nous délivrer un PC, on est en capacité de négocier. Je veux dire, l'organisme HLM est assez fort pour négocier avec l'élu. Et l'élu, en plus, avec la loi SRU et l'obligation de logement social, je veux dire, a forcément besoin des organismes HLM. La promotion privée, c'est pas du tout le cas. Il y a une totale dépendance. Si un élu ne veut pas du projet, eh bien, on est mal embarqué dans le projet. Donc, moi, j'étais assez frappée de ce rapport différent. Ce qui fait que c'est un des sujets très importants dans la promotion privée, c'est d'avoir une validation politique, du projet très en amont. Il faut juste savoir, par rapport à la promotion privée, il y a 5 ans, il y avait une quarantaine d'opérateurs qui étaient adhérents à la Fédération de la promotion immobilière, la FPI. Aujourd'hui, on est une centaine. Donc, ça peut vous dire, en fait, la pression et le nombre d'opérateurs privés qui existent aujourd'hui. Ensuite, les différences aussi, c'est pour la décomposition du prix de revient. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, un prix de revient. Pas vraiment. Donc, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est l'achat du foncier, le coût des travaux et les honoraires. Pour le logement social, on est environ à 25% de foncier, 65% du coût des travaux, 10% des honoraires. Et pour la promotion privée, on est à 30% de foncier, 42% des travaux et 28% des honoraires. Donc, vous voyez tout de suite pour vous. Voilà. Donc, je pense que pour les architectes, c'est plus facile d'être avec la promotion sociale qu'avec la promotion privée. Et sur le foncier, je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un organisme HLM ne va pas pouvoir, surenchérir une valorisation foncière.
Les honoraires divers, en fait, il y a un écart, tout simplement parce que on a, dans la promotion privée, on a tout ce qui est frais financiers, qui est sur le financement, le portage financier de l'opération. C'est ce qui explique qu'en fait, il y a une grosse différence entre 10% et 28%. Et le coût des travaux, eh bien, je dirais, c'est la variable d'ajustement. En plus, dans le calendrier d'une opération, dans la chaîne d'activité, voilà comment ça se déroule. Le premier critère qui est défini, c'est le coût foncier. C'est-à-dire, ça va être le prix auquel on va acheter le terrain. Le deuxième critère qui va être déterminé, ça va être la sortie commerciale, c'est-à-dire à combien on va vendre les logements. Donc, le dernier critère qui va être la variable d'ajustement, c'est le coût de travaux. Voilà. Donc, nous, on essaye, parce qu'on en a marre de tordre des architectes, enfin, on en a marre de dire à l'architecte, bah, désolé, mais on a un coût d'objectif qui était, au lieu d'être de 8 millions, il est de 7 millions 2. Parce que faut pas se leurrer, enfin, si on est là-dedans, dans cet ordre de grandeur, si on a 10 points, ça veut dire que la qualité va en pâtir, je veux dire, à la réception. Et on voit que gérer les gens sont de plus en plus exigeants, que ça soit dans le logement et n'importe quoi. Et les clients acceptent pas d'avoir X réserves, les clients n'acceptent pas d'avoir beaucoup de services après-vente. Donc notre objectif, c'est quand même d'avoir des logements qui soient bien finis. Et généralement, si on a tiré les marchés, si on a retiré des prestations, on se fait rattraper à la livraison en SAV. Voilà. Je parle même pas de la dommage ouvrage, mais voilà. Donc du coup, nous, notre objectif, c'est d'essayer de dérisquer. Alors ça, c'est le terme que vous entendrez certainement la promotion immobilière privée, mais pas la promotion sociale, dérisquer au maximum l'opération. Donc, dérisquer au maximum l'opération, c'est malgré tout essayer alors, je vais me placer côté travaux, hein, ce qui vous intéresse, c'est le plus en amont possible d'identifier, de déterminer un coût de travaux atteignable. Voilà. Donc, ça passe par quoi? Ça passe par toutes les études préalables, études de sol, je dirais études de sol, ou alors intervention d'un bureau d'études très en amont, ou alors intervention d'un économiste très en amont. Enfin voilà, c'est-à-dire que des sachants qui pourront appuyer l'architecte dans la définition du coût de travaux. Bien évidemment, le coût de travaux, il est donné par le maître d'ouvrage, c'est une évidence. Mais je vais y venir après sur notre relation. Mais il est de très bon augure d'entendre un architecte dire, vous savez, dire à son maître d'ouvrage, vous savez, là, il faut que j'ai l'appui d'un bureau d'études acoustique ou je ne sais pas quoi, pour permettre de consolider mon coût de travaux. Au contraire, on préfère avoir des architectes qui anticipent sur une problématique plutôt qui, quelque part, entre guillemets, vivent le coût d'objectif et on se retrouve à l'appel d'offres et on n'arrive pas du tout à le boucler. Voilà. Après, en termes de contrat de maîtrise d'œuvre, ça c'est important quand même pour vous aussi, il y a une différence. Dans le logement social, vous serez généralement sur des missions de maîtrise d'œuvre complète, c'est ce qu'impose le Code des marchés publics. Donc c'est clair que pour vous, je pense que c'est, et surtout pour l'avis des agences d'architecture, c'est certainement ce qui est le plus viable. Dans la promotion privée, on est généralement sur des missions de conception, c'est-à-dire que vous arrêtez votre boulot à la phase PC, voire au bouclage du DCE, donc du dossier de consultation des entreprises. Et généralement, on vous demande d'intervenir sur les travaux modificatifs acquéreurs et voir sur des PC modificatifs s'il y a nécessité pour obtenir la conformité. Voilà. Donc là aussi, en fait, moi, je m'aperçois qu'il y a des modèles d'agences. Vous avez des agences qui sont très commandes publiques et vous avez des modèles d'agences qui sont très promotion immobilière. Des modèles d'agences très modèles publics, c'est-à-dire qu'en fait, elles ont un staff pour répondre aux consultations lancées par les acteurs publics. Qui dit consultation, vous savez, c'est d'avoir des références, de répondre. C'est-à-dire, donc ça demande du temps pour les agences et donc du coup, ça demande de l'argent, ça demande aussi de la matière grise. Et mais en revanche, si vous remportez un projet, si vous êtes lauréat d'un appel d'offres, d'un concours, vous pouvez vivre 4-5 ans parfois sur l'opération. Alors que la promotion privée, en fait, sont des agences qui sont staffées pour faire des faisabilités au kilomètre et en se disant si une faisabilité, alors la faisabilité, c'est ce que l'on fait avant de mettre une offre à un propriétaire, en disant je veux dire, c'est-à-dire qu'on demande aux architectes de nous dire quelle est la capacité, quelle est l'opération que l'on peut faire, on fait tourner le bilan sur cette base-là. Et on a des agences en fait qui se sont organisées pour répondre plutôt à la promotion privée, voilà. Et donc elles vivent après sur des missions, je dirais de conception, qui sont aussi là des missions plus courtes, donc avec un rythme différent, voilà.
Après, sur le coût des travaux, alors j'ai un petit peu regardé. En fait, vous voyez, je trouve qu'on n'est pas si décalé. Enfin, voilà. Donc, ça, si ça vous intéresse, moi, je veux bien chercher et vous apporter plus tard plus d'éléments. Mais dans ce que j'avais, on était à 80 000, 100 000 euros par logement pour le social. Et en promotion privée, on était de 85 000 à 140 000 euros hors taxe par logement. Voilà. Après, il faut faire attention parce que, je veux dire, est-ce qu'il y a l'espace vert, est-ce qu'il y a les VRD? Enfin, voilà, il peut y avoir des écarts. Mais je pense que ça représente aussi, ça, on revient à ce qu'on a dit au début, sur la qualité de la promotion sociale en France, où vraiment on est sur, voilà, on donne une part belle quand même à la réalisation de belles opérations. Voilà. Est-ce qu'il y a une différence sur si on rentre dans l'objet logement produit sur les mètres carrés, par exemple? Oui, oui. Est-ce qu'un T3 est c'est grand comment un T3 dans oui, le alors social, oui, non. Alors dans le social, un T3 c'est 45 mètres carrés, pardon. Non, un T2 c'est 45, un T3 c'est 65, un T4 c'est 85. Dans le privé, un T2, ça sera plutôt 40, 43. Peut-être un T3, je veux dire 62, 65 et un T4 plus petit. Mais là, on se fait rattraper par les PLU et les PLAI. Hein. Par les PLU et les PLH. C'est-à-dire qu'en fait, et même par tout simplement les commissions avant-projet ou les élus qui disent non, mais vous revoyez votre programmation, je veux des T5 et je veux des T5 qui fassent 95 mètres carrés. Donc en fin de compte, je trouve que ça n'existe plus tant que ça parce que en fait, la puissance publique est intervenue, quoi. Voilà. Donc après, j'ai fait un dernier point sur les attentes vis-à-vis des architectes. Donc le postulat de départ, et alors ça c'est moi la formation que j'ai eue, hein, donc c'est que le maître d'ouvrage n'est pas sachant, alors que le maître d'œuvre l'est. Et si jamais vous voyez un maître d'ouvrage qui vous dit qu'il est sachant, partez en courant. Non, mais dans le sens où ça sera source de problème. Parce que je veux dire, moi, côté maître d'ouvrage, je me suis toujours interdit, et j'ai toujours demandé à mes équipes, d'absolument pas prendre le rôle et la posture du maître d'œuvre. Parce qu'il y a le champ des responsabilités de chacun. Et donc, le maître d'ouvrage définit une commande, le maître d'œuvre y répond. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'en plus, on a une relation contractuelle avec un contrat, on a un taux de rémunération, on a un coût d'objectif, on peut avoir aussi, s'il y a un dépassement d'objectif, comment évolue la rémunération. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça, bon, c'est à la fois pour le côté public, c'est vraiment le Code des marchés publics qui le définit, et côté privé, bah, c'est un peu de gré à gré, donc c'est un peu, je veux dire, en fonction de la négociation. Mais voilà. Après, comme vous l'avez vu, le poids du poste travaux dans un budget d'opération de 40 à 65%, d'où l'enjeu du rôle de l'architecte dans les opérations de promotion immobilière. Donc, ce qui me conduit à dire que, en termes d'attente, on a une attente extrêmement importante. Enfin, d'une part, c'est vous, quelque part, qui déterminez la faisabilité, c'est-à-dire le projet possible sur un foncier. Donc, on attend vraiment un engagement de la part des architectes et un respect aussi, voilà, de son engagement. Et sur la méthodologie attendue, en fait, c'est vrai que on voit maintenant des architectes qui sont beaucoup dans l'échange. Et qui en fait ne vont pas travailler sur la forme architecturale au préalable, mais vont plutôt travailler avec le maître d'ouvrage sur les usages. Alors les usages, c'est ce qu'on dit, c'est-à-dire la programmation, la taille par typologie. C'est aussi, je ne suis pas rentrée dans ce niveau-là, mais c'est, je veux dire, est-ce que les cuisines sont ouvertes, est-ce que les cuisines sont fermées, est-ce qu'on met une baignoire, est-ce qu'on met une douche, est-ce qu'on met des placards, ou est-ce qu'on met des celliers, enfin voilà, tous ces petits détails qui effectivement paraissent peut-être complètement anecdotiques, mais en fait sont très importants, alors à la fois pour le social et à la fois pour le privé. Le privé, vous le comprendrez, c'est qu'en fait, c'est de la prestation, et je dirais, qui a de la prestation qui a un prix, voilà, qui vient alimenter et argumenter le chiffre d'affaires. Et en revanche, pour le monde HLM, dans le modèle HLM, toutes ces prestations-là, c'est une notion de qualité du logement qui permettra aux bailleurs de venir augmenter augmenter le loyer applicable. Voilà, il y a tout un jeu de marge que l'on peut faire si en fait on atteint un niveau de prestation. L'organisme HLM peut augmenter les loyers qu'il va appliquer. Voilà.
En fait, voilà, c'est de prendre en compte les usages, les options que l'on peut avoir, la rentabilité attendue, c'est-à-dire que je veux dire très clairement que malgré tout, l'architecte et une notion de l'opération, du bilan financier de l'opération. C'est-à-dire, il y a des opérations sur lesquelles on sait très bien qu'on part déjà ric-rac, et il y a d'autres opérations, on sait qu'on part de façon un peu plus confortable. Et la maintenance, comme je vous l'ai dit, la maintenance ultérieure, donc ça, sujet voilà, très important. Comment, en fait, la résidence va fonctionner, comment elle va s'entretenir, comment elle va être gérée. Nous, comme je vous ai dit, on a une filiale syndic, et du coup, on associe le syndic de copropriété très en amont, même avant le dépôt du PC. Donc, et pourquoi ça paraissait très en amont pour les équipes, mais tout simplement parce que pour des trucs complètement enfin, tout simple, c'est-à-dire le local vide ordure, le local de roues. Par exemple, si le local de roues est accessible depuis les parties communes, ça veut dire qu'il faut faire passer les vélos, les poussettes et les machins par le sas, etc. Alors que je veux dire, si on a une entrée depuis l'extérieur, c'est beaucoup plus facile et l'entretien est différent. Les locaux poubelles, j'en parle pas. C'est comme le local ménage, voilà. Est-ce qu'il faut, enfin voilà, il y a plein de petites choses qui paraissent anecdotiques, mais qui en fin de compte, après en termes de gestion et de maintenance du bien, sont vraiment déterminantes. Voilà. Après, bien sûr, voilà, l'anticipation, votre technicité, être force de proposition, voilà, d'expertise. Donc, Enfin, on ne peut pas travailler sans vous. Vous ne pouvez pas travailler sans nous si vous êtes dans la promotion, je veux dire, immobilière. Mais réellement, voilà, réellement, on cherche vraiment des partenaires dans l'opération. Et vous êtes vraiment à la genèse des projets autant que nous quelque part, quoi. Voilà. Et j'ai fini. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Avant de vous passer le micro pour les questions, ou du moins en tout cas, est-ce que c'est à peu près clair sur les termes? Est-ce que vous voulez que Mathilde revienne sur un certain point des définitions, les bilans, les choses comme ça, pour repréciser sur le vocabulaire employé? C'est bon? Donc, les premières questions. Vous qui étiez chargé de les préparer. Moi de ne pas me perdre. J'aurais une question par rapport justement à ces partenaires, du fait, comme vous l'avez dit, de la concomitance entre l'achat du foncier, levée de fonds et le début des travaux. Comment vous sélectionnez ces partenaires? Est-ce que vous trouvez facilement des partenaires? Et est-ce que vous fonctionnez avec un carnet d'adresses assez concis et c'est des partenaires qui reviennent régulièrement? Alors, partenaire maître d'œuvre. Entreprise, maître d'œuvre. Oui, d'accord. Alors, côté privé, en fait, c'est une bonne question parce que je veux dire, cette notion de partenariat, elle est à double tranchant. Moi, j'estime que si on travaille par exemple, qu'un seul OPC ou qu'un seul maître d'œuvre d'exécution, c'est pas bon du tout. Pourquoi? Parce que je pense qu'à un moment donné, il y a un confort qui s'installe. Et donc, c'est toujours bien de challenger un petit peu, d'être avec 3, 4, 5 partenaires et même d'ouvrir le champ pour, on a des cultures différentes, des spécificités différentes. Il y a des maîtres d'œuvre qui peuvent être plus ou moins à l'aise selon les sujets. Donc là, c'est réellement le réseau. Enfin voilà, c'est réellement du bouche à oreille. Donc moi, c'est très souvent que des architectes viennent me voir, que des maîtres d'œuvre viennent me voir, Donc c'est vraiment du réseau. Donc après, il y a, je vais pas vous le cacher, il y a un feeling qui s'installe, il y a des références qui sont là, il y a le retour de la profession et et on teste sur une opération. Après, faut être très franc sur la taille d'opération et le plan de charge. Et c'est toujours ce que je dis. Je dis, c'est pas parce qu'à un moment donné vous nous dites non parce que le plan de charge ne peut pas l'accepter qu'on vous rappelle pas après. Au contraire, on préfère avoir une franchise dans là je peux pas Mathilde et donc la prochaine fois, ok, on prend quelqu'un d'autre. Voilà. Donc
donc voilà, après, je trouve pas ça forcément très très dur de rentrer, de pénétrer, parce que je trouve que nous on essaye d'être assez ouverts, mais vous avez raison quand même, il y a des partenariats, en plus il y a des partenariats historiques, c'est-à-dire voilà, des gens qui ont accepté, pas d'aider, mais si de se lancer dans l'aventure avec Idéal, alors que c'était un tout petit opérateur privé, quoi, voilà. Par contre, côté maître d'œuvre, promotion sociale, là, on est clairement dans le code des marchés publics où, en fait, lorsque l'architecte présente une équipe, le maître d'ouvrage définit les compétences qu'il pense être nécessaires. Et après, généralement, on demande que l'architecte soit le mandataire du groupement avec de la co- ou de la sous-traitance. Mais donc, du coup, par contre, c'est libre au choix de l'architecte. Voilà. Côté entreprise, en fait, le privé fait quand même des appels d'offres. Le code des marchés publics en France veut, en fait, qui dit code des marchés publics, c'est-à-dire accès, que tout le monde puisse avoir accès à la commande publique. Ça veut dire qu'en fait, il y a une plateforme où en fait, il y a une publicité qui fait que n'importe quelle entreprise de France et de Navarre peut répondre. Voilà, ça c'est le principe du code des marchés publics. Alors que dans la promotion privée, on n'a pas l'obligation de faire cette publicité. Voilà. En revanche, on peut très bien la faire aussi. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, généralement, côté privé, on informe, je veux dire, le lancement de l'appel d'offres, donc aux entreprises qu'on connaît, mais l'architecte fait aussi la même chose, le maître d'œuvre, le BET fait aussi la même chose. Voilà. Donc, en fait, c'est une diffusion par réseau aussi. C'est vrai. Voilà. Là, pour le coup, c'est quand même deux choses, c'est deux modes de fonctionnement différents. Oui, bonjour. Je voulais connaître les honoraires pour une mission de conception architecturale et sur quoi ils étaient basés. Alors, j'ai regardé aussi ça. Grosso modo, on est... pour aujourd'hui, sur côté social, on est à 7,75 missions complètes. Voilà. Sur les travaux ? Oui, coût des travaux hors taxe, voilà. Et côté privé, en fait, on est à 6, oui, c'est ça, 6%, 6% mission de conception et 1% pour la mission exécution. Donc, en fait, ça fait pareil, ça fait à peu près 7%, voilà. Et la conception, c'est PC, DCE. Voilà, alors PC, exactement, DCE, pièce graphique. Et généralement, vous avez vos bureaux d'études ou le maître d'œuvre d'exécution qui fait les pièces techniques, enfin voilà. Parce que tout à l'heure, vous disiez que des fois, l'architecte n'était pas payé si le PC ne passait pas. Non, c'est pas ça que j'ai. Alors, c'est pas vraiment ça que j'ai dit. C'est-à-dire que s'il y a du boulot qui a été fait, on le paiera. Je veux dire, tout travail mérite une rémunération. Donc, non, s'il y a une opération qui ne se fait pas alors qu'un PC a été fait, je veux dire, on paiera la mission PC. En revanche, tout l'enjeu pour le privé, c'est d'identifier que le PC ne passera pas, voilà, et de ne pas faire le PC, quoi. Enfin, voilà. Non, ce que je dis, c'est qu'en fait, les honoraires, on débloquera, après, si l'architecte nous appelle en disant moi j'ai un problème de trésorerie, j'y arrive pas, on verra ce qu'on peut faire. Mais on paiera en fait quasiment la totalité jusqu'à la mission PC au moment du PC et de l'engagement des travaux. C'est-à-dire qu'on ne fera pas mission APS, APD, Pro. Alors que côté marché public, vous pourrez présenter une facture d'honoraires à la mission APS, APD et Pro. C'est plus clair Oui. Et juste, si un PC est dans les règles du plus, quelles sont les raisons politiques qui ont été énoncées pour invalider un PC ? C'est une bonne question et je ne sais pas y répondre. Je ne sais pas. Là, aujourd'hui, on a un pouvoir des élus qui est absolument hallucinant, quoi. Et oui. Alors, le PLUI, de façon générale, est très permissif. Et sur quasiment... toutes les communes, je veux dire, vous appelez l'élu pour avoir une validation de votre projet, il est diminué de moitié, très clairement. Et qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? De toute façon, ça sera l'élu qui signera, et il signera pas. Donc, on a essayé, nous, sur un dossier, on a essayé entre guillemets, de forcer. Bon, le contexte est un petit peu particulier.
Et c'est-à-dire que le propriétaire du terrain, je veux dire, voulait absolument que le projet se fasse. On était en grand partenariat. Et il a fait un recours gracieux qui a été refusé, c'est-à-dire que le maire l'a envoyé bouler. Et donc là, le choix qu'il a, c'est de faire un recours contentieux, c'est-à-dire auprès du tribunal administratif. Ça va prendre 18 à 24 mois. Et oui, peut-être que ce sera le préfet qui donnera le PC, tout à fait. Mais c'est dans 24 mois. Voilà. Donc ça veut dire que le propriétaire du terrain, s'il avait un engagement financier par ailleurs et qu'il attendait le produit de la vente de son foncier, il ne peut pas la réaliser avant 24 mois. Voilà. En revanche, l'élu, lui, pourra dire, parce que c'est réel, enfin on l'a vu, il pourra dire à ses administrés, surtout en période de campagne électorale, c'est pas moi qui ai attribué ce permis, c'est le préfet. Voilà. Donc ça, c'était un point que je voulais aborder, oui, que j'ai pas. Enfin, alors là, c'est très contextuel à Bordeaux. Hein, je veux dire. Alors moi, j'étais plus ici quand le PLUI a été approuvé. J'étais au Pays Basque, donc je sais pas comment ça s'est fait, mais c'est sûr que enfin, il y a un pouvoir de l'élu aujourd'hui qui, je sais pas vous comment vous l'appréhendez, hein, mais je veux dire qui est extrêmement important. Et là, on s'approche. Voilà, on est à 2 ans des élections. Là, les 2 années qui vont venir vont être très difficiles, quoi. Très difficile, parce que au-delà du fait que voilà, ils veulent pas forcément s'engager sur des gros collectifs et autres, voilà, va y avoir voilà ils vont freiner sur la sortie de nouveaux projets mais j'ai vu une opération, on pouvait faire 20 logements, le maire n'en veut que 4. Alors ce qu'il faut juste savoir, c'est que celui qui est largement lésé là, c'est qui? C'est le propriétaire foncier. Voilà, c'est-à-dire qu'il a une valeur, son foncier vaut, enfin, au PLUI, on peut regarder, on peut faire 20 logements, et en fait, le maire n'en veut que 4. Voilà. Pour rebondir sur ce que vous venez de dire, comment on fait donc dans votre situation pour éviter l'écueil que vous déplorez quand on est dans les collectivités, et justement quand la volonté est uniquement politique et de réélection et que les volontés d'aménagement et social passent un peu à la trappe. Comment on fait du coup quand on est totalement dépendant du politique pour éviter ça? Ma réponse ne va pas être très satisfaisante, mais parce que je sais pas, moi ce que j'essaye de faire, enfin là moi ma démarche est d'aller voir tous les élus, quel que soit, enfin même si j'ai pas de projet, pour présenter idéal, pour avoir une porte d'entrée, pour connaître aussi la méthode. Parce qu'en fait, très clairement, aujourd'hui, le process, il est quasiment dans toutes les collectivités le suivant. C'est-à-dire, première étape, c'est une validation politique de faire quelque chose. Deuxième étape, c'est une validation technique par les services techniques. Et troisième étape, c'est une validation quasiment du dossier PC Minute sur l'insertion architecturale, paysagère par l'élu. Donc, en fait, il y a tout ce travail-là. Donc, en fait, bon, je dirais, pour que personne ne perde trop de temps, c'est en fait d'avoir un accès à l'élu très rapidement pour savoir sur ce foncier qu'est-ce que vous faites. Donc moi, du coup, j'ai quand même maintenant, mais du coup, je trouve que les élus, malgré tout, jouent bien le jeu, c'est-à-dire qu'ils sont très réactifs. On leur envoie un mail, on dit voilà, on travaille sur tel foncier, voilà, merci de me dire où est-ce que vous quelle est votre vision, voilà, quelle est votre vision sur ce foncier. Et ils nous répondent très rapidement. Et donc, du coup, après, on dit, non, on abandonne. Après, je vais être terrible à dire. De toute façon, on va savoir que nos petits copains, ils auront la même réponse. Donc, du coup, on est moins triste. Non, mais je veux dire, on est moins ennuyé. Là, je pense qu'il y a réellement un traitement égalitaire entre les promoteurs, pour le coup. Il y a un traitement égalitaire. Mais c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, du coup, sur les autres fonciers où il y a un petit peu de densité, je veux dire, on s'arrache. Et alors, je parlais de la valorisation foncière tout à l'heure, mais il y a un autre point aujourd'hui mais depuis 4-5 mois, c'est les conditions d'achat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un promoteur privé, normalement, fait une offre d'achat avec une condition de permis de construire purgée de tout recours. C'est-à-dire qu'il achètera, il achètera le foncier à partir du moment où il a le permis qui est purgé. Là, on a beaucoup de promoteurs qui font des achats sans condition de permis. C'est-à-dire qu'ils prennent le risque de ne pas avoir le permis. Alors, quand on est en promotion immobilière, les 3 règles, c'est l'emplacement. Mais ça, c'est vrai. Mais donc, moi, ça ne me choque pas plus que ça, faire de l'achat cash. Dans le sens, je veux dire, si on croit à l'emplacement,
Je veux dire, voilà. Mais si on a une valorisation foncière excessive, enfin, je veux dire, qui sort, enfin, comme je vous l'ai dit, qui est aujourd'hui excessivement chère et qui impose des prix de sortie excessivement chers, enfin, c'est juste quand même assez risqué, quoi. C'est-à-dire que le promoteur, il a raison, il aura le foncier, il portera, et puis, je veux dire, il saura qu'il peut faire un projet à un moment donné ou à un autre. Je veux dire, si on est en hypercentre de Bordeaux, il saura que de toutes les façons, en plus s'il est propriétaire du foncier, il sera en position de force avec la mairie et il dira, vous voulez quoi sur ce foncier? Mais en revanche, si effectivement, alors qu'on peut faire, il a fait tourner son bilan sur, j'ai envie de dire, 40 logements alors qu'il peut en faire que 20, il pourra pleurer, quoi. Voilà. Alors, un élément important, c'est qu'en achat sans condition, normalement, on dégrade la valorisation foncière de 30%. Et vous avez des établissements bancaires ou des filiales de banque qui font ça. C'est-à-dire, on a des partenaires qui acceptent de porter le risque. C'est-à-dire qu'en fait, leur modèle, il est celui-là. C'est-à-dire qu'en fait, on fait tourner un bilan classique et on dit si on fait un achat sans condition de permis, c'est-à-dire que donc du coup, ce risque, il a un prix. Voilà, c'est pour ça que dans la promotion immobilière, tout a un prix. Ce risque a un prix, c'est 30% de la valorisation foncière. Voilà. Mais voilà, sur un foncier très proche de Mériadec, là, on a... Alors après, est-ce que c'est vrai ou pas? Voilà, mais Radio Moquette Bordeaux nous a laissé entendre une offre d'un concurrent incroyable aussi. Donc, et là, le propriétaire nous dire, j'ai eu une offre extraordinaire, voire extravagante, je ne sais pas quoi faire. Et je comprends. Enfin, le propriétaire, il a tout intérêt à accepter l'offre la plus élevée. Enfin, on serait à leur place, on ferait pareil. J'ai plusieurs questions. Alors, vous avez parlé à un moment donné sur les prix 2002, surface plancher, etc. Et de l'autre côté, il y a la FAB qui construit à l'achat à 150, 500 euros. Une question, la qualité du bâtiment est plus intéressante dans quelle situation? Parce que j'imagine que le prix est plus élevé, mais après le prix de vente est plus élevé. Mais la marge de la qualité, c'est toujours la même ou... Je ne sais pas si c'est clair. Si, c'est très clair. Vous avez raison, ça peut être les modes constructifs qui soient la qualité des cloisons intérieures, la qualité des portes, l'enduit peint à papin, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Qui peuvent du coup sauter dans un projet. Voilà, c'est ça le problème. Hein, c'est ça le problème. Donc après, côté promotion privée, il y a des astuces. Non, mais c'est-à-dire que, par exemple, nous maintenant dans tous nos projets, on met des cuisines. C'est-à-dire qu'en fait, on installe, on a des modèles de cuisine. Donc ça, c'est notre gamme standard. Dans ces cas-là, les cuisines seront des travaux supplémentaires, voilà, à la charge de l'acquéreur. On peut jouer sur le parking aussi. Après, on va racler dans tous les fonds de tiroir, quoi, hein, la qualité de la faïence, enfin plein de choses. Mais c'est vrai, c'est un peu grave. Hein. Enfin, je veux dire, c'est un peu grave, c'est ça. Voilà. Après, en termes constructifs, oui, on va travailler aussi. Après, comme vous le savez, en France, on est excessivement normé avec un bureau de contrôle. Donc, je pense que pour autant, ça sera pas, je veux dire, on n'ira pas sur des projets qui constructivement ne tiennent pas la route quand même. Voilà. On dégradera la marge, hein, je veux dire, on dégradera la marge. Oui, alors ça, j'en ai pas du tout parlé. Effectivement, bien évidemment, dans un bilan d'opération privé, la différence avec un bilan d'opération sociale, c'est qu'un bilan d'opération privée prend une marge sur le chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, voilà. Alors, cette marge, je le dis parce que Alain Ferras, qui était le président de la FPI, le disait. C'est de l'ordre de 6, 7 ou 8% du chiffre d'affaires. Voilà. Donc, selon les promoteurs, ça varie. Donc, l'ultime recours, c'est d'écraser la marge, c'est-à-dire d'avoir une marge qui tombe à 4, à 5. Hein, enfin, je veux dire, si en fait, on n'y arrive pas. Après, que les promoteurs s'en mettent plein les poches,
c'est pas complètement vrai, c'est-à-dire que les promoteurs portent vraiment le risque, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, portent vraiment le risque. Les banques, je veux dire, demandent beaucoup de garanties pour que l'opération je veux dire, se fasse. Et il y a une fameuse garantie qui, effectivement, enfin, dans le monde HLM, vous n'avez pas du tout ça, parce que, je veux dire, l'organisme HLM est suffisamment solide et existe depuis des années pour qu'en fait, il apporte toutes les garanties. En plus, c'est la Caisse des dépôts qui prête. Mais c'est la garantie financière d'achèvement. C'est-à-dire qu'en fait, la garantie financière d'achèvement, c'est une garantie que l'opérateur paye et que la banque demande pour que si par cas, il y a le promoteur qui est défaillant, la banque puisse, je veux dire, prendre le relais et terminer l'opération. Et donc ça, c'est tout au profit, c'est en faveur des acquéreurs, ce qui est complètement normal. Hein, mais je veux dire. Et donc le cycle, le suivant, c'est qu'en fait, pour obtenir la garantie financière d'achèvement, il faut qu'on dise qu'on a un taux de pré-commercialisation, de commercialisation des logements qui est suffisant. C'est généralement 50%. C'est-à-dire qu'on a 50% de l'opération qui est déjà vendue. Et à partir de là, on obtient la garantie financière d'achèvement auprès d'une banque. Et ça veut dire que la banque estime qu'elle a suffisamment les garanties pour que si par cas le promoteur fonde les plombs, elle puisse finir l'opération. Merci. Et du coup, j'avais une autre question sur justement le... Attendez 2 secondes. Ah oui, qu'il y a aussi des opérations apparemment qui sont pas rentables. Et c'est juste pour monter le chiffre de logements construits dans la région, qu'il y a des promoteurs qui peuvent accepter une opération qui n'apportera d'honoraires, mais après ils pourront dire on a une... Tout à fait. Alors ça, oui, complètement. Ça, c'est le... Enfin, je ne sais pas si c'est un risque ou... ça, c'est des stratégies de structure. Hein. Je dirais des groupes, des gros groupes nationaux, ils vont faire ça pour faire vivre leurs équipes et je le comprends complètement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, une opération qui va très très bien marger va compenser une opération qui va pas être déficitaire, mais qui va très peu marger. Et ça, c'est logique. Moi-même, à l'échelle de l'agence de Gironde, malgré tout, c'est ce que j'essaye de voir aussi. Je me dis, voilà, si sur une opération, je suis pas très bien, je vais me récupérer sur une autre opération. Donc, après, il vaut mieux faire que rien faire. Hein. Je veux dire, c'est un petit peu le sujet quand même. Et donc oui. Après, c'est aussi, il y a eu des gros débats sur les fameuses ventes en bloc de promoteurs à des promoteurs sociaux d'une résidence dans sa totalité à un organisme HLM, c'est-à-dire une 100% VFA sociale. C'est-à-dire qu'en fait, un opérateur privé fait une opération uniquement pour un opérateur social. Voilà. Et c'est vrai que pendant longtemps, les opérateurs sociaux se sont posé la question d'avoir le droit d'acheter 100% d'une opération, parce que la logique n'était pas forcément celle-ci au départ. La logique, un promoteur social, normalement, a une capacité d'être maître d'ouvrage, donc il y a de faire l'opération. Mais il y a des opérateurs qui en fait, vont sur ce schéma-là. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que ça s'appelle de la vente en bloc, c'est-à-dire qu'on a un seul client, c'est l'opérateur social, ou l'investisseur, hein, ça peut être aussi une caisse de retraite, ou je veux dire un groupe, une assurance, etc. Où en fait, on vend en bloc, c'est-à-dire qu'on a un seul client et à une date donnée. Donc en fait, en termes de vie financière de la structure, c'est très 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 favorable. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je recherche à faire des opérations où je vends 50 lots en bloc à un opérateur social, oui, ou un investisseur. Parce que du coup, j'ai 50 lots qui sont sécurisés d'un coup. Je ne sais pas si je suis claire, parce que ça, c'est peut-être beaucoup de détails. Mais... Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. J'en pose une intermédiaire. Et j'amène le micro à Rémi. Je vous trouve un peu timide de ne pas poser cette question, donc je la pose. Vous parlez de partenariat avec les architectes. Comment ça se fait que vous ne leur faites pas confiance et que vous ne leur donnez pas une mission complète ? Oui. Ah non, mais puisque ça coûte le même prix. Alors, je pense que, ça, je vais vous donner mon point de vue. Il y a... Non, mais c'est une très bonne question. Alors, moi, de ce que j'ai entendu de mes dirigeants, c'est aussi de dire, ça permet de redonner du souffle à l'équipe de maîtrise d'œuvre, il y a un intervenant qui va arriver, etc. Voilà. Non, vous avez raison, c'est pour tirer les prix, très clairement. Non, mais vous avez raison, complètement.
En fait, ce que je vois, et donc du coup, je pense qu'il faudrait que les propos soient un peu plus nuancés, c'est que je pense qu'il y a des architectes, ils sont plus, enfin, selon les profils, on a qui sont plus ou moins bons dans l'exécution. Voilà, très clairement. Et moi, je sais qu'il y a des architectes qui nous disent clairement, moi, le chantier, si vous pouvez le faire, enfin, moi, ça me gêne pas. Moi, je veux avoir une mission de visée architecturale, et le reste, ça me gêne pas du tout. Voilà. Et par contre, on a des architectes qui vont nous dire, ah, non, moi, je veux suivre les travaux. Voilà. Donc, en fait, c'est pour ça que je dis, il faut avoir des propos plus nuancés. Et nous, on a quand même des opérations en mission complète, où effectivement, je veux dire, voilà, si on sait que l'architecte est super bon en suivi d'exécution, je veux dire, voilà, on le prendra aussi. Oui, ben en fait, c'était un peu la même question. Et qu'est-ce qui fait que vous ne rappelleriez jamais un architecte qui a travaillé pour vous? Qu'on ne le rappelle pas? Ouais, les raisons. Ah, les raisons d'une opération qui se passe mal. Et, Je pense qu'en fait, une opération de toutes les... Enfin, une opération, c'est long. Enfin, je veux dire, avec X intervenants, il y a toujours des problèmes. Enfin, je veux dire, une opération qui marche très bien, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, voilà. Je pense qu'on ne rappellerait pas un architecte parce qu'il n'aura pas été dans le... il n'aura pas été partenaire, il n'aura pas été force de proposition, il aura été distant, voilà, il aura été tout bêtement difficile à joindre, enfin voilà, pas pertinent. Je suis pas sûre qu'on sera sur des résultats réellement, je veux dire, de coûts travaux, etc. Parce qu'on sait très bien que, enfin, c'est bête de dire ça, mais je veux dire. Le coût travaux, vous ne le maîtrisez pas non plus, quoi. Hein. Enfin, vous faites un coût d'objectif, mais je veux dire après, si vous avez des entreprises qui sont gavées de boulot, je veux dire, ça va être compliqué, quoi. Hein. Je veux dire, il y a aussi le jeu de la négociation que le maître d'ouvrage a aussi. Il y a une conjoncture au moment de l'appel d'offres qui fait que, voilà. Donc, on rappellera pas un architecte ou un maître d'œuvre si en fait, il nous aura pas prévenu de tels risques. Enfin voilà. Donc, c'est plus vraiment dans la relation de partenariat et d'anticipation plutôt que dans le résultat chiffré que on retient jamais le coût, le coût final de travaux de l'architecte. Hein. Ça jamais. Ou l'architecture. Pardon, final. Oui, l'architecture, mais je veux dire généralement on part avec des architectes avec qui on aime bien, je veux dire, oui, donc oui, évidemment sur l'architecture, mais. Merci. Oui, Margot. Bonjour. Vous parlez beaucoup du risque, de la confiance, du réseau. Qu'est-ce que vous pensez du rapport aux jeunes architectes et quelle confiance vous êtes prêt à leur accorder? Est-ce que vous travaillez avec des jeunes architectes? Donc ça veut dire qu'il y aurait peu ou pas, quasiment pas de références. Je vais être très franche, je pense qu'on testera sur des petites opérations, voilà. Et peut-être donc du coup en calant avec l'architecte, je veux dire du coup une association avec un bureau d'études ou un économiste. Enfin voilà, on essaiera de voir quel attelage on peut faire pour qu'en fin de compte l'architecte soit pas tout seul sur l'opération, je veux dire alors qu'il n'a pas qu'il n'a pas d'expérience quoi. Mais vous êtes quand même prêt à le faire? Je suis pas seule décisionnaire, j'ai envie de dire. Non, mais je vais pas botter en touche. Hein, mais de toutes les manières, côté promotion privée, il y aura la faisabilité. En fait, il y aura la faisabilité, si vous voulez, avant. Il y a tout un travail. Il y a tout un travail d'étude de faisabilité. Et par contre, on donnera la chance en étude de faisabilité à des jeunes architectes. Après, si l'opération se transforme, eh bien, je veux dire, on verra comment on structure pour l'équipe de maîtrise d'œuvre. Oui. Vous comprenez quand je dis études de faisabilité? Oui, bien sûr. Voilà. Parce que donc du coup, enfin, par exemple, il y a un cabinet d'architectes qui est plus très jeune maintenant. C'est la première opération qu'on fait avec eux. Ils en sont à plus de 40 faisabilités avec nous. Hein.
Donc ça veut dire que c'est voilà, un travail de... Mais c'est pas de notre faute. Enfin, je veux dire, c'est qu'en fait, ils ont fait voilà, X faisabilité. Et il y a le pourcentage de transformation sur le nombre de faisabilités que l'on fait est faible, mais parce qu'aujourd'hui, le marché est compliqué. Peut-être une question qui est directement liée à ce que vous venez de dire. Que pensez-vous du rapport, du travail effectué par les architectes, notamment de cette quantité de faisabilité qui est pas rémunérée? Ah ben, très clairement, je vous admire. Voilà. Je veux dire, c'est une réelle vocation. Ah bah oui, parce que vous travaillez. Enfin, je veux dire, voilà, sans oui, il y a plein de fois, je me demande comment les agences d'architecture fonctionnent en travaillant comme ça gratos, quoi. Enfin, il faut être très clair. Mais moi, il y a un architecte qui me l'a dit. Mathilde, j'arrête de faire des faisabilités parce que déjà, je suis pas rémunérée. Ou alors, si je fais des faisabilités, je suis rémunérée. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je comprends. Donc je trouve pas ça bien. Hein. Je trouve pas ça du tout. Je trouve absolument pas ça bien. C'est pour ça que la maîtrise d'ouvrage social est plus intéressante. Ça j'en conviens complètement. Mais aujourd'hui, le modèle il est comme celui-là. C'est terrible. Alors après, l'autre solution, c'est aussi que les promoteurs se staffent avec un architecte. Voilà. Mais moi, je trouve que c'est comment le dire pour pas que ça soit mal perçu, mais ça voudrait dire qu'un promoteur a, je veux dire, un architecte en interne qui fait que de la faisabilité, quoi. C'est peut-être un peu triste, quoi. Je veux dire, mais non, je trouve que cette règle du jeu, elle est pas juste. Oui, parce que du côté des architectes, c'est une soumission absolue au système qui est en place. Il n'y a pas beaucoup d'admiration à avoir pour ça. C'est pas une question de choix. Quand je dis je vous admire, dans le sens où je veux dire, vous êtes passionné pour faire votre boulot. Enfin, sinon vous le faites différemment. Enfin, quand vous d'ailleurs, qui souhaite monter son agence? Non, mais c'est intéressant. Enfin, je connais des architectes qui n'ont pas voulu être architectes et qui travaillent plutôt à Euratlantique, à la FAB et autres, quoi. Voilà, je dis voilà. Et moi, pour en avoir parlé avec eux, je vois très bien aussi pourquoi ils ont fait ce choix-là, hein, ou chez des maîtres d'ouvrage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Une dernière entre-temps, Mathilde. Qui réalise la documentation pour la vente des logements? Alors, les plans de vente sont réalisés par les architectes. Et après, nous, on a une direction marketing et commerciale qui fait en fait tout le market, toute la communication. On a recours à des prestataires pour faire tout ce qui est visuel, je veux dire 3D et autres. Voilà. Mais sur la base des éléments fournis par les architectes, bien évidemment. J'ai une petite question. Vous avez parlé de 7% pour les honoraires d'architectes en maîtrise d'œuvre publique et 7% dans le privé. Si le chiffre est le même, mais dans le public, on fait la mission complète, je ne vois pas l'intérêt de faire la mission complète. C'est pas que je me suis trompée, mais ouais, effectivement, je disais, on est à 7% sur la totalité de la mission conception-exécution. Voilà. C'est-à-dire que globalement, pour la même phase de mission, vous êtes à peu près sur les mêmes honoraires, sauf que je veux dire côté privé, vous n'aurez qu'une mission incomplète, enfin juste la mission de conception. Oui, donc au final, on récupère la même somme d'honoraires, mais pour le travail beaucoup plus petit. Dans le privé, non, je comprends. Non. C'est-à-dire, en fait, au final, pour le même travail effectué, une mission complète, donc conception et réalisation, exécution, c'est 7% du coût des travaux. Voilà. Donc, côté marché public, il y a une obligation de donner une mission complète aux architectes. Donc, du coup, c'est vous qui maîtrisez ces 7%. Et après, vous constituez votre équipe de maîtrise d'œuvre, je veux dire, comme vous le voulez. Alors que côté promotion privée, les 7% sont divisés en une mission de conception et une mission d'exécution. Voilà. D'accord. Okay. Et une dernière question, c'est qui nomme les opérations? Parce qu'il y a des fois des jardins. Le nom des opérations, oui. Pareil, notre direction marketing. Mais après, voilà, si l'architecte... Alors là, l'origine des noms, c'est un jour parce qu'on s'est vu et qu'on a trouvé un nom. C'est complètement aléatoire.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc on va en rester là. En tout cas, merci pour votre franchise, votre ton direct. Et voilà, c'était plutôt très, très frais. Merci beaucoup. Et prochain rendez-vous jeudi avec Emmanuelle Maillet qui viendra nous parler, puisqu'elle a été, elle, dans côté technique auprès des élus dans une collectivité territoriale. Et ensuite, maintenant, elle est au service de l'État.